Alors, 39e épisode de la balado de Fred Savard. Fred Savard avec vous, évidemment. La balado porte mon nom, ça serait bien maudit que je sois pas là. Dernier épisode de la saison 3. Et là, on va se faire plaisir parce qu'on va le passer tout l'épisode avec ce bon vieux Mathieu Bellil. Bonjour Fred. Bonjour Comment Mathieu. Ça va? Ah, ça va très très bien. Et là, l'épisode que vous allez nous présenter est prévu depuis longtemps. Qui est un épisode, comment on pourrait l'appeler? On va lui donner le titre du thème que j'ai choisi, qui est le thème ralentir. Ben voilà. On va essayer de ralentir. Je vous ai pris au mot. Alors, il n'y aura pas d'introduction comme je fais depuis quelques semaines, que j'ai repris cette idée des billets d'humeur que je faisais longtemps avant. Oui. Et là, ben, il n'y en aura pas. Parce que j'ai décidé de ralentir un peu. C'est le dernier épisode. En fait, c'est le dernier épisode de la saison régulière. Mais vous savez, la semaine dernière, je vous ai fait une annonce. J'ouvrais la balado à la communauté et il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Alors, cet été, on va avoir plusieurs épisodes assez éclectiques. C'est des auditeurs. Il y a des gens qui ont un petit peu d'expérience en radio, mais il y en a qui n'en ont pas du tout, mais je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. La réponse était très bonne. Ouais, alors, je n'annoncerai pas tout de suite ce qui s'en vient parce qu'on est en train de préparer ça, mais il y aura, je ne sais pas s'il va en avoir à chaque semaine, je ne penserai pas, mais quand même assez régulièrement, aux 2 semaines, des épisodes qui s'en viennent. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Moi, je ne serai pas là. Alors, je laisse vraiment, là, je laisse la balado aux auditeurs et aux auditrices. Il va y avoir quand même votre indicatif sonore. Oui, puis je dois faire des petites intros pour présenter, mettre en contexte les épisodes. Mais après ça, moi, les gens, ils partent, c'est clé en main. Et vraiment, j'ai très, très hâte. Je pense que ça va être bien intéressant. Et là, je suis en train de préparer la saison 4 qui va commencer, je pense, début octobre, le 2 octobre. À date, c'est la date que j'ai choisie. Ça se peut que ça commence un peu avant, on verra, mais ça va être autour de ça. Je laisse tout le monde commencer leur saison dans les grands médias. Et nous, après ça, on va commencer. De toute façon, les auditeurs et les auditrices recevront évidemment des courriels pour les informer que la saison s'en vient, que la campagne de financement aussi, on va en refaire une autre pour financer la prochaine saison. Mais j'ai bien hâte. Mais là, j'ai hâte aussi de j'ai hâte de ralentir cet été. Et Mathieu, c'est ça. J'avais très hâte de vous entendre parce que vos épisodes sont toujours très appréciés. C'est un privilège quand même. C'est un plaisir, en fait, Fred, de vous retrouver pour clore la 3e saison de la balado qui porte votre auguste nom. Fred, je voudrais commencer par un petit jeu de devinette musicale. Oui, un petit quiz, toujours le fun. Oui, c'est ça. Alors, on va mettre la table là, pour le sujet du dernier épisode avant l'été. Oui. Je vais vous faire entendre 2 extraits de musique de film et je vous donne le défi de les identifier. Okay. Et là, en tout cas, moi, ma prédiction, c'est que le deuxième devrait être plus facile que le premier. Puis après, évidemment, je vous expliquerai le lien. Là, j'ai toute une petite théorie à partir de ça. Intéressant. Donc, on y va avec le premier extrait. C'est tiré d'un film paru en 1994, un immense succès au box-office. OK. Vite, là, j'aurais dit... Bon, c'est assez épique. Au début, j'aurais dit Batman, mais il n'y a pas le côté super-héros de la chose. OK. Attendez, un film de guerre, peut-être? Un film... Non, c'est pas un film de guerre. Il y a un peu de guerre dedans. Okay. Il y a un peu de tout là-dedans, parce que c'est un film qui est un peu une synthèse. Alors, vous avez déjà deviné que c'est un film américain. Là. Ça, je pense qu'il n'y avait pas de doute, juste avec le type de musique. Là. Oui. C'est un film qui est un peu la synthèse de l'histoire américaine des années 50 aux années 70, 80. Forrest Gump. Ben oui, bravo Fred. Alors, Forrest Gump de qui donc? De Robert Zemeckis. Qui, on le sait, est un grand spécialiste de toute la question du rapport au temps. C'est le maître de la nostalgie. C'est quand même lui qui a réalisé les épisodes de Retour vers le futur. Oui, c'est vrai. Alors, mon Dieu. Étrangement, Retour vers le futur, c'est un peu ça, Forrest Gump. On part du présent, on retourne dans le passé, puis après ça, on revient vers le futur. En tout cas, bref. Je vous propose un autre extrait maintenant. Vous allez voir, c'est tout à fait différent. C'est un film qui est paru 5 ans plus tard, en 1999.
Oh. Ich wäre so gern. Bon, il y a eu plusieurs films à la fin des années 90 où la musique techno était très présente. Oui. J'ai envie de vous dire, dont le nom m'échappe, là, mais les héroïnomanes de Grande-Bretagne. Là. Comment ça s'appelle ce film-là? Ça, c'est Trainspotting? Non, ouais, c'est ça, mais je pense que c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, vous êtes sur le bon continent. Oui. On n'est plus aux États-Unis, on a compris ça. La musique techno, c'est l'Europe, et c'est un film allemand. Ah alors, oui, ça vous dit c'est Rund Lola Rund. Oui, en fait, oui, bravo, Fred. En allemand, en fait, c'est seulement Lola Rent. Ah, c'est Lola Rent. Il n'y a pas la répétition. Okay. J'ai vérifié ça l'autre jour. Je pensais vous mystifier avec mon allemand. Non. Écoutez, moi, j'ai aussi appris qu'il ne fallait pas dire Tom Tykwer. Hein, c'est comme on ne dit pas Adolf Hitler, comme on dit des fois. Hein, c'est pas des Américains. Là, alors, c'est Tykwer. Ah, Tykwer. Tykwer. Bon, alors... Tykwer qui a aussi composé la musique. Hein, en fait, co-composé. Oui, vraiment. Ah, intéressant, ça. Bon, maintenant, là, je vous ai fait... vous êtes pas mal bon quand même, là, mais c'est quoi le lien, à votre avis, entre ces deux extraits-là? Avez-vous une idée? Vous allez voir, c'est un peu niaiseux, le lien. C'est des gens qui courent. Niaiseux. Non, c'est pas niaiseux. Oui, c'est ça. Bravo, Fred. Vous êtes bon. Perspicace. Oui. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce que il y a Lola court, et puis il y a un extrait de Forrest Gump où on entend la belle Jenny qui voit arriver les méchants jeunes voisins voyous là, et qui dit au jeune Forrest qui a encore ses grosses attelles métalliques « Cours, Forrest, cours! » Je pense qu'on a l'extrait. Ça se peut-tu? « Cours, Forrest, cours! Cours, Ah, ben oui, comme c'est beau. Ça, c'est la jeune Jenny, puis à un moment donné, elle vieillit, puis elle redit les mêmes mots. Écoutez, Fred, je voudrais partir de ces deux films-là pour suggérer aux auditeurs une petite hypothèse pour essayer d'illustrer un changement fondamental qui s'est produit quelque part au cours des années 90. Mon hypothèse, c'est que les deux films, Forrest Gump et Cours la cour, disent quelque chose d'essentiel à propos de la manière dont notre rapport au temps a évolué, hein, à propos de ce qu'on appelle parfois le rythme de vie. Quand je parle de rythme de vie, ici, je parle vraiment de la vitesse à laquelle nous vivons. Okay? Ce qui est frappant dans Forrest Gump, c'est que c'est un film qui est marqué par la nostalgie. C'est évident du début à la fin, la musique déjà nous installe dans cette ambiance-là, mais c'est aussi un film qui est marqué par le deuil. Hein? C'est comme si, dans ce film-là, on porte nos regards vers un monde qui est perdu, qu'on aimerait peut-être retrouver et qu'on est un peu en train de faire le deuil de ce qui n'est plus, c'est-à-dire le deuil au fond d'un monde où tout tournait au ralenti, où on avait le temps de sentir le temps passer, un monde immobile, tranquille, celui de la ruralité, parce que l'histoire se développe là, où tout est lent, hein, c'est bien connu, où un monde, en fait, où la course, et de là le lien, un monde où la course est encore un choix. C'est-à-dire où, au fond, c'est l'individu qui décide ou non de commencer à courir et qui, parce qu'il va se mettre à courir, va laisser sa marque dans l'histoire. Hein. C'est un peu ça l'histoire de Forrest Gump. C'est l'homme ordinaire qui décide de courir pour devenir un héros. Et ce qui est très, très frappant, c'est que 5 ans plus tard, Cours Lola court, ou Lola Rent, c'est un film qui dit tout à fait autre chose. Le monde de Lola, contrairement à celui de Forrest, c'est pas un monde tranquille, c'est pas un monde qui est à l'écart de l'histoire ou à l'abri de l'histoire. C'est un monde, d'abord, c'est le monde de la ville, et c'est un monde qui est marqué par l'urgence, par le temps compté, les décomptes angoissants, les minutes, les secondes, qui filent toujours plus vite. Dans Cours Lola court, aussi, ce qui est important de remarquer, c'est que Lola ne choisit pas de courir. Elle ne choisit pas, en fait, même de vivre des aventures. C'est comme si l'histoire lui tombait dessus et que le monde allait déjà trop vite. C'est un monde où on n'a pas le temps de sentir le temps passer. Un monde où la course devient une obligation. On court pour survivre. Okay? Et Forrest Gump, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que lui, il court tellement vite que personne n'arrive à le suivre. Hein? C'est ça qui est la beauté. À un moment donné, il y a une scène magnifique où on le voit traverser un champ, je pense que c'est un terrain de football, là, puis
il court plus vite que le porteur de ballon. Puis là, il sort du terrain. Il y a un coach qui dit hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? On a l'impression d'Astérix qui a bu de la potion magique dans les Astérix et les Bretons. Là. Ouais. Lola, elle, c'est particulier parce qu'elle ne court jamais assez vite. Alors, on n'arrive pas à suivre Forrest. Et en fait, Lola, c'est elle qui n'arrive pas à suivre le rythme de la vie. Et pourquoi je parle des années 90? Parce que les sociologues, les historiens s'entendent beaucoup pour dire que ces années-là ont été marquées par une extraordinaire poussée d'accélération. Ah ouais. C'est-à-dire que ces années-là, il ne faut pas l'oublier, hein, il se passe quelque chose de fondamental. D'abord, on le sait, c'est l'époque où les médias d'information continue apparaissent. Des trucs comme... C'est pas vrai, CNN était né en 1980, mais dans les années 90, les concurrents sont apparus parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose qui était appelé à rester marginal. Hein. Il fallait concurrencer CNN sur son terrain. Alors, il y a eu l'information continue. Est arrivé aussi un truc qui s'appelait le téléphone mobile. Hein. Puis à l'époque, c'était des espèces de gros téléphones un peu bizarres. Bon, il y a eu aussi, surtout, la naissance d'un phénomène révolutionnaire qui s'appelle Internet et qui a complètement transformé notre rapport au temps. Et quand on regarde ça avec un peu de recul, on se dit que Forrest Gump, au fond, c'était un peu l'adieu à un monde qui s'en allait. C'est-à-dire un monde où courir, c'était l'exception, alors que Cours la cour, lui, ne dit pas adieu à un monde, il accueille ou en fait, il subit un monde nouveau, un monde où courir est devenu la norme. Fred, il faut toujours se méfier des gens qui célèbrent avec un peu trop d'application les vertus de la lenteur, qui chantent les beautés de la farniente et des grasses matinées. Je pense au grand Danny Laferrière, l'immortel. On le voit dans les médias ces jours-ci pour présenter son petit traité sur le racisme, que j'ai bien hâte de lire d'ailleurs. Que j'ai dévoré, en fait. Oui, et puis comment vous avez trouvé? Extraordinaire. Ah, formidable. Vraiment. Bon, je vais aller lire ça. Je m'empresse à lire ça. Mais alors, j'aime beaucoup Danny Laferrière, j'admire beaucoup. L'énigme du retour, pour moi, c'est un très, très grand livre. Cela dit, il m'a toujours donné l'impression de se jouer un petit peu de nous, là, avec ses airs de rêveur couché dans son hamac. Tu sais, quand vous avez publié 34 livres en 34 ans, traduits dans une vingtaine de langues, que vous avez multiplié les collaborations à la télé, à la radio, écrit des lettres, des chroniques, tourné des documentaires, donné des conférences à la grandeur de la francophonie, vous avez beau écrire des livres comme Le charme des après-midi sans fin ou Le journal d'un écrivain en pyjama ou alors encore L'art presque perdu de ne rien faire, ce qui est un titre magnifique. En réalité, vous êtes un travailleur infatigable, peut-être même une sorte de workaholic. L'art de rien faire, ça fait longtemps que vous l'avez perdu. Alors, salut à Danny. Oui. Fred, quand je vous dis qu'il faut se méfier des gens qui parlent de la lenteur et du carpe diem, c'est d'abord de moi. Que je vous invite à vous méfier. J'ai peut-être l'air zen comme ça. Hein? Je suis grand, j'ai une voix grave. Mais en fait, j'ai beaucoup de difficultés à rester calme. Moi, j'aime ça quand ça avance, quand les gens s'activent, quand ça gaule. Puis en passant, gaule, là, c'est pas comme gaule comme un but, là, G-O-S. C'est un vrai mot français. C'est gauler, G-A-U-L-E, comme dans taper les oliviers pour que les olives tombent. T'sais, on va leur dire, oui, gauler. Mon Dieu, c'était tombé le fun. Enfin, je vais me sentir moins mal de dire faut que ça gaule. Non, faut que ça gaule. Faut que ça gaule comme dans la Gaule, comme les Gaulois. Passé un certain point, Fred, je dois vous avouer, je peux devenir un brin désagréable. Il y a des moments où je trouve que les gens répondent pas assez vite à mes courriels, que le monsieur devant moi à la caisse prend trop de temps à sortir son portefeuille pour payer. Que ma fille s'endort trop lentement à mon goût, que le livre que j'ai commandé n'arrive pas, que même mon chien, le petit maudit, fait exprès de s'attarder un peu trop longtemps pour sniffer les ronds de pipi dans la promenade du parc. Mais c'est étonnant, Mathieu, c'est étonnant parce que vous, en même temps, vous refusez d'avoir un cellulaire. Ben oui, Fred, j'allais même pas en parler tellement je me sens dinosaure et je pense que c'est pour ça que j'ai pas de cellulaire, c'est parce que je suis déjà crinqué. Ah oui, je comprends. En voiture, je suis du genre impatient. Pas que je roule vite, pas vrai, en tout cas pas trop. Mais il faut que ça gaule. Mais il faut que ça gaule. Puis je suis toujours en train de me plaindre de la lenteur des autres. Mes filles le savent. Là, je passe mon temps criant « Ouais, Deniaise! » Tout le monde est... Tu sais, le touriste ontarien. Là, tout le monde, pour moi, est un touriste ontarien à Montréal. Je klaxonne, je soupire. Bon, récemment, j'ai franchi une limite quand j'ai écrit à ma comptable pour lui demander pourquoi elle ne répondait pas au courriel que je lui avais envoyé une semaine plus tôt, pour me rendre compte que je ne lui avais pas envoyé de courriel. Alors, ça allait tellement vite dans ma tête que je n'avais pas écrit le courriel, il fallait qu'elle me réponde. Fred, j'aime pas attendre, j'aime pas que ça traîne, je veux que ça aille vite.
je pensais que j'étais un cas particulier. Mais pour en voir tout subtilement parlé un peu autour de moi, des amis, des proches, j'ai compris que le mal de la vitesse, j'étais pas le seul à en souffrir. Il y a probablement des auditeurs, des auditrices qui se reconnaissent dans l'empressement que je décris, en voiture, sur le web, à pied, dans les commerces, à l'urgence, au boulot, même en vacances. On est de plus en plus nombreux à être pressés d'arriver. Arriver où? Pour quoi faire? C'est pas toujours clair. Souvent, on ne sait même pas pourquoi ça presse, mais une chose est sûre, on tolère de moins en moins de devoir attendre. On pourrait résumer le mal de la vitesse par une formule toute simple. Tout ce qui prend du temps en prend trop. Bon, ça fait chic, là, Fred assis au bord de sa ruelle verte, à côté de sa Tesla, un verre de vin biodynamique à la main, pendant que votre filet de bœuf Wagyu à 300 $ le kilo repose après sa cuisson sur charbon de bois. Ça fait chic de rêver de retour à la terre, de simplicité volontaire, de dire, bon Dieu, qu'il faudrait que je prenne le temps, que je savoure l'instant. Oui, ça paraît bien de parler de carpe diem, de pleine conscience, de toutes ces belles choses, mais au fond, on sait très bien que c'est de la foutaise. La vraie valeur sociale ne se trouve pas aujourd'hui dans le fait d'en faire moins et d'aller plus lentement, mais bien d'en faire plus et d'aller plus vite, d'être débordé, de ne refuser aucun projet, aucune idée. Et si on accepte de mener des vies de fous, c'est parce qu'on s'est engagé dans tous les domaines de nos vies dans une course sans fin. On en est venu à croire, un peu comme Lola, qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, que pour survivre, il fallait courir toujours plus vite. Au fond, les gens ne veulent pas nécessairement se l'avouer, mais au fond, on aime ça dire à nos amis, à nos proches qu'on est submergé de travail. C'est vrai, ça. On a trop de contrats, ça n'arrête jamais, c'est complètement fou. Parce que dire qu'on travaille trop, c'est comme dire « je suis en demande ». Le monde a besoin de moi. Et cette valorisation-là qu'on trouve dans le travail, dans le carriérisme, dans l'hyperactivité même, on n'est pas prêt d'avoir disparaître. Écoutez, Fred, en 1932, le grand philosophe Bertrand Russell avait publié un essai qui s'appelait « Éloge de l'oisiveté ». Et lui était convaincu, c'est sûr que c'était la crise, puis peut-être que les gens manquaient de boulot, puis que, je sais pas, ils voyaient les choses vraiment, mais en tout cas, il était convaincu qu'un monde s'en venait, le monde venait où les humains seraient libérés du travail, où finalement on entrerait dans une ère où les gens auraient de moins en moins besoin de fournir un effort pour vivre. Bon, en 64, ça c'est 30 ans après, le magazine américain Life mettait encore en garde contre l'excédent de temps libre. On s'inquiétait des graves problèmes psychologiques que ça pouvait entraîner. Et je cite, « Les Américains font désormais face à un excès de loisirs. » Bon. Fin de la citation. Je vous apprendrai rien en vous disant que l'utopie de la société des loisirs ne s'est pas réalisée. Ça, c'est vraiment pas. D'abord parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais pour se procurer tous les fameux appareils et les gadgets qui sont censés nous faire gagner du temps, ça a commencé avec la laveuse, la sécheuse, la cuisinière, le frigo. Puis après ça, on a ajouté, on a complexifié notre parc d'objets électriques. Bon, pour se procurer tous ces objets-là, il a fallu travailler encore plus. C'est-à-dire dépenser du temps pour essayer d'en gagner. Et deuxièmement aussi parce que bien des grandes innovations, en particulier dans le domaine des communications, d'abord ça a été la télé, maintenant c'est Internet, les écrans, en fait, se sont avérés d'extraordinaires machines à nous occuper, à avaler le temps. La fréquentation des réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet sont même, en fait, devenues des formes à peine déguisées de travail. Quand je dis de travail, c'est que, au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur ces réseaux? On fournit, sans le savoir, des informations, des données à des entreprises qui ensuite vont s'en servir, vont les vendre à des fins de marketing très souvent. C'est drôle parce que quand je parle de forme à peine déguisée de travail, je pense à tous ceux qui se mettent en scène quotidiennement sur Instagram. Maudit que c'est de l'ouvrage. Ça a l'air tout simple et naturel, mais je pense que c'est pas mal plus exigeant qu'on le pense. Ce qui est aussi assez amusant de voir, c'est que j'ai parlé des Américains, de Russell. C'est beaucoup les Américains, on dirait, qui ont contribué à cette accélération. J'ai remarqué que beaucoup des expressions liées à la vitesse sont anglaises. Power nap. Avez-vous déjà fait ça, vous, un power nap, Fred? J'ai fait une courte sieste qu'on essaie de théoriser en power nap parce qu'on n'a pas le temps de faire une vraie sieste, dans le fond. C'est un peu ça, power nap? Exactement. Vous êtes censé fermer les yeux 10 minutes, là.
puis vous vous réveillez frais comme une rose. Vous savez que Salvatore Dali avait inventé le concept du power nap, hein? Ah oui? Lui, il s'endormait sur son divan avec une fourchette dans une main qui pendait dans le vide. Et il y avait une assiette sous la fourchette. Et quand il s'endormait, évidemment, il lâchait la fourchette qui tombait dans l'assiette et le bruit du choc de la fourchette le réveillait. Puis il disait que le temps que la fourchette quitte sa main pour frapper l'assiette, c'était suffisant pour se reposer. Ah, c'est formidable. C'est formidable. C'est fascinant comme histoire. Ben oui. Bon, alors, Dali n'était pas américain, mais il y avait un esprit américain. Parce que, bon, Power Nap, tu sais, Power en plus. Ben oui. C'est tellement l'empowerment du sommeil. Bref, speed dating, speed reading, fast food, zapping, tweet, just in time, fast and furious, speed metal. En fait, je pourrais continuer, là. C'est d'ailleurs, à mon avis, la loi la plus impitoyable de l'empire invisible au sein duquel on vit. Il faut toujours en faire plus et aller plus vite que notre voisin. Et d'ailleurs, c'est de moins en moins parce qu'il y a quelque chose à gagner et de plus en plus parce qu'il y a quelque chose à perdre. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que si le rythme de vie s'accélère aujourd'hui, si on est forcé de courir de plus en plus vite, c'est pas tant parce qu'on pense qu'on peut améliorer notre sort, c'est parce qu'on veut simplement conserver ce qu'on a. Les individus postmodernes que nous sommes ne rêvent plus vraiment de monter. Ils veulent juste éviter de descendre, au fond. L'American Dream, là, c'est l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on veut sauver les meubles. Fred, c'est dans les rues et les ruelles de Rosemont, vers la fin d'avril, que je me suis rendu compte que la pandémie ne nous avait pas appris à ralentir, qu'elle nous avait peut-être même rendus encore plus impatients qu'avant. C'est vrai, les 2-3 premières semaines du grand confinement en mars 2020, rappelez-vous, là, tout le monde s'était retrouvé à l'arrêt forcé. La pause avait fait du bien, OK? Je pense. Même si, c'était bizarre. Ça nous faisait du bien, mais on n'était pas en repos parce qu'on était tous un peu sur les nerfs de savoir ce qui s'en venait. Mais en tout cas, mais Mathieu, on ne savait pas ce qui s'en venait. Puis moi, je sais que mon état d'esprit, c'était on va ralentir. Pour vrai, là, j'ai l'air du gars qui relie la thématique, mais je me dis, OK, ça sera sûrement pas très long. Évidemment, on ne savait pas. Puis après ça, quand la longueur de la pandémie s'est manifestée, là, c'était plus pareil. Mais j'avoue qu'au début, je pense que bien des gens, on se dit, c'est un repos forcé, profitons-en. Oui. Je me rappelle, j'ai un étudiant dont la mère était médecin. L'étudiant me disait, ma mère arrête pas de me... Ça, c'est l'automne dernier. Elle disait, ma mère arrête pas de me dire qu'elle aimerait ça retourner aux 2 semaines, les 2 premières semaines de la pandémie, parce qu'elle était épuisée. On critique beaucoup les médecins, là, mais disons que dans la dernière année, les médecins, les infirmières, ils l'ont eu dur. Tout à fait. La pause a fait du bien. On était un peu sur les nerfs. Mais une chose est claire, c'est que depuis ce temps-là, on est revenu à une logique de productivité et de cadence élevée. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on a fait, c'est que après cette pause forcée, tout le monde a repris le travail. Les plus lents d'entre nous ont été obligés de maintenir la cadence à distance, avec une technologie d'ailleurs qui nous garde connectés en permanence. Tout à fait. Mais les plus vite, parce qu'il y en a qui sont plus vite que les autres, les petits vite, là, ils ont pu aller à leur rythme. C'est-à-dire, ils étaient chez eux, dans leur univers, et aller plus vite, pour aller à leur rythme, ça voulait dire aller plus vite. Aller toujours plus vite, sans rien ni personne pour les freiner. Moi, j'ai entendu des amis me dire qu'ils étaient plus productifs qu'avant parce qu'ils n'avaient plus besoin de faire du small talk. Puis, c'est des choses qui ne s'avouent pas facilement là, parce qu'on n'est pas censé dire ça, qu'on n'aime pas ça voir le monde, puis leur demander comment va leur fille, puis leur mère, es-tu malade? Bon. Mais il y a plein de monde qui disent Mathieu, c'est incroyable, je suis plus productif que jamais. Mais en même temps, ça nous a tous placés dans des petites bulles où les plus pressés ont été encore plus pressés qu'avant. Comme si plus rien ne devait ralentir la cadence. Écoutez, je parlais de Rosemont. 2 fois dans la même journée, Fred. Je suis en voiture avec ma fille et je vois des gens brûler des feux rouges volontairement. Et quand je dis des feux, c'est pas à peu près là. C'est-à-dire brûler, pas brûler en fou comme un dératé. Ils s'arrêtent, ils regardent des 2 bords, puis ils disent non, je continue, ça me tente pas d'arrêter. Puis pas du monde. Je me rappelle, c'était un homme et une femme, 2 types professionnels. Comme s'ils se disaient, non, moi, les feux rouges, là... Mais Mathieu, c'est très drôle que vous parliez de ça parce que j'ai remarqué la même chose. Moi, j'habite sur Saint-Zotique et ils ont installé deux arrêt-stop il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Mais depuis la pandémie, parce que je suis souvent dehors, je fais du people watching sur le balcon avant,
Prenant en note les plaques aussi. Hein? Non, mais j'ai remarqué ça. Beaucoup de gens le font. Et c'est pas. Il y a des fois, c'est des tout croches. On va se le dire. Oui. On va déjà recevoir des plaintes. Mais oui, il y a comme. C'est comme. Oui, et ça, c'est nouveau, ça. J'avais jamais vu ça, moi. Oui, moi, j'ai vu ça. Moi, j'avais vu ça parfois après 8 heures. Parce que, je ne suis pas censé le dire, là. Je me mets peut-être en danger, là, parce que je marchais dans les rues parfois après 20 heures. Oh, tabarouette. OK. Mais je me rappelle qu'après 20 heures, les coureurs de. Moi, c'était écœurant, là. Trainspotting, c'était moi, ça, là. Non. Blague à part. Non. Je vous raconterai un jour mon enfance et ma jeunesse. J'étais un garçon bien mis et propre de ma personne. Mon Dieu, ça mais m'étonne. je me rappelle qu'après 20... après 20 heures, j'en voyais. Mais vous ne parlez pas juste d'après le soir tard, là. Non. Les en tout stops, temps. là. Oui, c'est ça. En plein genre. C'est ça. Oui. C'est comme si c'est devenu inconcevable que quelque chose nous arrête. Oui. Comme si la course qui était la nôtre ne devait plus s'arrêter. Puis là, je dois vous dire, Fred, que la semaine suivante, on est au début mai, là, il y a 1 mois et demi à peu près, dans une ruelle entre Saint-Zotique et Bélanger. Ça, c'est pas loin de chez vous, d'après moi. Tout à fait. Quelques jours d'écart. Ma blonde et moi, on marche dans les ruelles parce que c'est le printemps, parce qu'on est content de voir sortir enfin, même si c'est encore un peu... Les restrictions sont encore là. Et à 2 reprises dans la même semaine, dans la même ruelle, on a maille à partir avec des automobilistes qui roulent trop vite dans une ruelle. La première fois, c'était une femme dans la trentaine. Elle roulait dans son petit VUS. Elle a failli nous faucher en tournant le coin de la ruelle. Tu sais, les ruelles en T, là, au plan. Hey, on lui a crié de faire attention. On a fait des grands signes de bras. Aucune excuse de sa part. Une vingtaine de mètres plus loin, pas très loin, là, elle s'arrête brusquement, fait marche arrière, entre de reculons dans sa cour. Puis, comme si on n'existait pas. 2 jours plus tard, ça, c'était particulier. La même ruelle, un monsieur qui a l'air tout doux, le genre, tu sais, l'homme le plus doux que la Terre ait porté, là. Il parle pas fort, il est bon. Il nous dépasse lentement en nous dévisageant avant de s'arrêter pour nous demander pourquoi on ne s'était pas tassé plus tôt pour le laisser passer. Et là, il nous dit, ça faisait une bonne 50aine de mètres que je vous suivais, vous ne bougiez pas. Puis il était avec sa femme, puis il est tout exaspéré. Ma blonde et moi, on jasait tranquillement, on regardait les belles cours, les arbres, les fleurs. On n'avait juste pas entendu rouler derrière. Ma blonde est au bord des larmes. Elle dit, coudonc, les gens sont en train de devenir fous. J'étais découragé, Fred, mais cette fois-là, j'ai pas réussi à me fâcher parce que je comprenais que ces gens pressaient d'arriver, je ne sais où, pour faire je ne sais quoi. Ça aurait pu être moi. En fait, que cet homme, cette femme, dans un sens, c'était moi. La maladie de la vitesse, c'est pas nouveau. Ça fait à peu près 200 ans que les philosophes s'inquiètent du rythme de vie qui augmente. Je vous cite Goethe en 1825. Et alors, il dit « Je tiens pour le plus grand malheur de notre époque qu'elle ne laisse rien parvenir à maturité, que l'on dévore l'instant précédent dans le suivant, que chaque journée qui passe est gaspillée, que l'on vit ainsi au jour le jour sans en retirer le moindre profit. » Fin de la citation. 1825. 1825. Oui. Ça va trop vite. Oui. C'est un peu ce qu'il dit. Je vous cite maintenant Cyrus Edson, un médecin qui, en 1892, un médecin américain, se demande si les Américains ne vivent pas trop vite. Alors, je cite, « L'Américain travaille plus fort que n'importe qui d'autre sur Terre. » Ah bon, évidemment, c'est toujours assez grandiose. Il ne peut pas travailler juste le deuxième. Là. Bon. En tout cas, bref, j'arrête là. Son entreprise le préoccupe continuellement. Il n'a pas de repos, pas de pause, aucun soulagement de son effort. Et Cyrus Edson, en fait, qui est très inquiet de ça, parce qu'il dit ça risque de créer des problèmes de santé. Clairement, on n'a pas écouté M. Edson. Non. Je vous propose encore une remarque de Peter Sloterdijk, qui est un des philosophes que j'aime le plus, un philosophe allemand, qui a écrit un livre majeur, par 1,89, traduit en 2000, qui s'appelle « La mobilisation infinie ». Et il dit quelque chose de formidable là-dedans. À mon avis, c'est une des idées les plus révolutionnaires que j'ai entendues sur notre époque, parce que ça relie toutes sortes de phénomènes qui autrement nous paraissent séparés. Il dit « La grande religion de la modernité », qui s'est au fond un peu aggravée même dans la postmodernité, dans notre époque. La grande religion de la modernité, c'est la vitesse, c'est le mouvement. Et au fond, d'où les élans de conquête, d'exploration, de colonisation depuis 500 ans. Depuis 500 ans, on n'a pas cessé d'accélérer. Depuis la nécessité aussi dans le vocabulaire courant, par exemple, on va dire qu'il faut faire rouler l'économie. Il faut que l'argent circule. D'où aussi notre amour délirant pour les voitures, que Sloterdijk, d'ailleurs, considère comme l'emblème de la modernité triomphante, ce devant quoi rien ne peut résister. Quitte, bien sûr, à creuser des tunnels pour les faire passer, ces voitures. Il faut... le bouchon, au fond, c'est
c'est l'insulte, l'injure suprême devant notre espèce de désir de mobilité infinie qui nous amène à penser qu'on peut aller partout dans cette en fait, qu'on doit pouvoir aller partout. Absolument, absolument. Ouais. Et bien sûr, j'ai encore rien dit de notre fascination démesurée pour les sportifs. Il faut bien réaliser que notre fascination pour le sport, c'est quelque chose de relativement récent. Les grands sports professionnels, les ligues, on s'entend. Et qu'est-ce qu'on aime là-dedans? On aime la vitesse, on aime le mouvement. Puis regardez, moi, je sais pas, je vous ai déjà dit que ça m'arrivait des fois de regarder des vieilles courses de Formule 1. Oui. OK, je suis un peu gêné de dire ça. Mon Dieu, mais vous faites... Ouais. OK, c'est que je fais la même chose. Oh, et je pensais que j'étais... Okay. Je pensais pas que j'étais le seul. Non, on garde ça entre nous. Mais c'est la première fois que je connais quelqu'un qui fait la même chose que moi. Alors, moi, ma blonde rit de moi, vraiment. Là, c'est comme vraiment grave pour elle. Là. J'ai comme un problème psychologique. Mais quand même... Attendez, à quelle époque vous préférez? Moi, j'aime bien les années 70. OK. Moi, j'ai quand même vécu des grands moments dans le temps où Jacques Villeneuve a gagné son... Oui, fils. Quand il a gagné sa Coupe du Monde, là, ça a fait son titre mondial. J'ai trouvé ça formidable. Les années 80, j'aime 90, moi, plus. OK. Moi, je suis plus 70-80, quand les voitures étaient plus différentes les unes des autres. Il y avait vraiment des disparités, des approches différentes. J'ai beaucoup de... On en trouve beaucoup sur YouTube, des courses complètes. Des fois, c'est en allemand, en italien, mais on peut vraiment regarder énormément de courses. Oui, puis en fait, une des choses qui est frappante, c'est que vous n'avez pas besoin de remonter très loin pour avoir un écran où on voit juste des voitures qui tournent. On n'a aucune idée du temps qui passe. C'est-à-dire, on regarde le mouvement, on ne sait pas qui est où, à combien de distance les unes des autres. Et là, on est rendu, vous le voyez aujourd'hui, si vous regardez une course maintenant en 2021, vous avez en temps réel le temps de toutes les voitures, les écarts entre toutes les voitures. Et curieusement, ça tue quelque chose, même si ça... Parce qu'au fond, on a envie de savoir où ils sont, mais à partir du moment où on sait où ils sont et quels sont les écarts, il y a comme plus beaucoup de surprises. On sait que, je sais pas moi, Lance Stroll, là, il va rester en arrière. OK, bon. Alors que dans un monde pas si lointain où on n'avait pas tous ces tableaux, on pouvait rêver que je sais pas moi, Ricardo Patrese dépasse le grand Schumacher. Bon, bref. Autrement dit, rêver à l'impossible. L'impression que tout s'accélère n'est pas qu'une impression. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, déjà, il y a 200 ans, on disait que ça accélérait, donc ça doit être parce que ça accélère pas. Ou tu sais, qu'au fond, tout est relatif, puis au fond... Non. L'accélération est un phénomène qui est documenté. Évidemment, c'est vrai dans les transports, les communications. Ça, on n'a pas besoin de tellement le démontrer. Les voitures vont plus vite, les avions, etc. Mais en fait, c'est assez impressionnant parce qu'on dit que depuis la Renaissance, la vitesse de déplacement s'est tellement accrue que, toute proportion gardée, c'est comme si aujourd'hui la planète avait l'équivalent de 1/60e de la taille qu'elle avait à la Renaissance. Autrement dit, la planète aujourd'hui, la distance que représente par exemple le fait de faire le tour de la Terre, c'est l'équivalent d'1/60e de ce que c'était à la Renaissance. Parce que tout va vite. Et, Magellan a pris, je sais pas, des mois et des mois pour faire le tour de la Terre. Aujourd'hui, en avion, ça prendrait quoi? 24 heures? Je sais pas, enfin, exactement. Mais donc, la Terre s'est rétrécie. C'est pas pour rien que McLuhan a parlé du village global. Tout à fait. Bon. Mais, Fred, l'accélération touche aussi des domaines assez inattendus. Prenez la musique, par exemple. OK? Alors, des chercheurs ont constaté que le rythme d'exécution des grandes œuvres du répertoire classique avait continuellement augmenté depuis 2 siècles. On parle de jusqu'à 1,5 fois plus vite. Okay? Autrement dit, exemple, la même symphonie de Beethoven jouée en 1800. Là, vous m'excuserez pour les dates, j'ai pas. Mais je pense, mettons 1850, 1900, 1950, 2000. La vitesse serait un peu différente. J'ai consulté un spécialiste, Simon Rivard, chef d'orchestre, à qui j'ai demandé si c'était vrai. Il m'a dit oui, c'est vrai. Il m'a dit qu'il y a aussi l'influence de Wagner. Wagner a tout fait ralentir. Puis, donc, dans le répertoire allemand, ça a accéléré à partir du moment où Wagner a arrêté d'influencer tout le monde. Mais quand même. Alors, là, Fred, c'est pas super concluant. C'est pas super concluant, mais je vais quand même vous faire entendre 2 versions de la 5e symphonie. C'est la finale, le début de la finale de la 5e symphonie de Beethoven. Une enregistrée en 1920 et l'autre en 2012.
1920, c'est le grand chef Toscanini à la Scala de Milan. Bon, ça fait chic à dire. J'ai pris ça, évidemment, j'ai lu sur Wikipédia. Et en 2012, c'est chef Greilsheimer au Victoria Hall à Genève. Okay. Alors, là, il faut vraiment que tout le monde sorte son chronomètre. On va essayer. En tout cas, écoutez bien, là, dites-moi si vous remarquez que ça accélère. Ouais, OK. Il faut. On commence par 1920. Alors, je répète, pour que ce soit clair pour les auditeurs, on fait entendre le même mouvement 2 fois. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, fâchez-vous pas comme moi, je me fâche quand ça va pas aussi vite que... Bon, bref. Mais l'idée, c'est de remarquer s'il y a une différence de vitesse dans l'exécution. Allons-y. OK. Allons-y avec l'autre. Ah ben oui. Ben oui. Puis, ben oui, c'est clair. C'est clair. Vous entendez, hein? En fait, j'entends deux choses. J'entends, ça va beaucoup plus vite en 2012 et on dirait que tout le monde a pris la cocaïne en 2012. Ouais. Il y a quelque chose, ça gaule plus qu'en 2020. Oui, ça gaule. En 1920. Oui, excusez-moi. Oui. Oui, non, mais c'est correct. Évidemment, il y a la qualité d'enregistrement aussi qui joue, là, mais... Ça joue. Oui. Non, mais la vitesse a changé. Ah oui, vraiment. Je suis content. Je pensais qu'on le remarquerait pas. Non. Moi, je suis quand même assez sérieux dans mes affaires. Là. J'ai même pris mon chronomètre et j'ai mesuré que, au fond, c'est à chaque 6 secondes de musique en 1920, on réduit ça à 5 en 2012. C'est-à-dire qu'autrement dit, on gagne 1 seconde à toutes les 6 secondes. Évidemment, c'est juste un exemple, mais quand on se met à étudier l'ensemble du répertoire, on remarque que c'est un mouvement qui est assez général. C'est pas vrai de tous les répertoires. Mettons le répertoire français de Debussy, c'est un peu moins le cas. Oui. Mais, parlons de la France, Mathieu, parlons de la France. Où c'est pas vrai, votre théorie, en fait, il y a une exception, c'est le hip-hop français. Et j'avais vu dans les Air Rock, il y a peut-être 2 ans, un article qui sonnait l'alarme. En fait, c'est qu'on disait que le rap français avait énormément ralenti. Puis il y a des chercheurs qui ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et on en est venu à l'hypothèse que la prise de codéine, la codéine est devenue une drogue récréative dans le milieu du hip-hop. Et ça a fait ralentir le tempo de la plupart des artistes majeurs. C'est drôle, ça? Oui, mais vous voyez, c'est une parenthèse. Parce que c'est drôle parce que... Non, mais parce que je me posais justement la question à propos du rap. Moi, j'ai l'impression que quand on écoute, par exemple, le rap des années 80, 90, un MC Hammer, j'ai l'impression que ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui. Est-ce que ça serait le cas français? Dans le fond, l'exception française, c'est ça? Peut-être, encore une fois, l'exception française. Il faudrait peut-être demander à un spécialiste du rap ou du hip-hop, peut-être un Jérémy McEwen, ça serait intéressant. Qui explique. Oui, effectivement. En tout cas, écoutez, je voulais aussi vous faire entendre une autre œuvre. Okay? Parce qu'une œuvre que je considère comme un hymne au mouvement, même à une sorte de vitesse, qui s'appelle Rhapsody in Blue. C'est une œuvre de George Gershwin. Hein. Et d'ailleurs, Gershwin voulait l'appeler American Rhapsody. Oui, c'est vrai. Et c'est son épouse qui l'a convaincu de ne pas faire ça, de plutôt dire Rhapsody in Blue pour essayer de créer un lien avec la tradition. Il me semble qu'American Rhapsody n'est pas inintéressant parce qu'on a souvent considéré Rhapsody in Blue comme un peu le reflet de la vie trépidante new-yorkaise, les voitures, les métros, la course des habitants. Et en passant, je trouve ça très intéressant de remarquer que Gershwin, un compositeur classique, disons, a composé cette œuvre-là dans un train. Okay? Donc, autrement dit, cette œuvre-là, qui est un hymne au mouvement, l'a composé en train, donc en mouvement. Tout à fait. Et un hymne à la vitesse, il l'a composé en quelques heures seulement. Okay? Comme si, au fond, un hymne au mouvement ne pouvait naître que dans le mouvement et l'urgence. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que la première interprétation de l'œuvre, en 1924, a vu Gershwin improviser devant le public plusieurs des solos de piano. Vous savez, c'est cette œuvre qui commence par la clarinette. Oh, OK, j'arrête. Je pense... Non, j'aurais pas dû. Là, je viens d'ouvrir une porte qui ne se refermera plus. Écoutez, Fred, on écoute un extrait plus vers la fin du... C'est le grand Leonard Bernstein et le New York Philharmonic en 1976.
plus, c'est drôle parce que avec l'anecdote du train, on l'entend très bien dans cet extrait-là. Absolument. Et je suis content que vous le remarquiez parce que c'est un peu pour ça que j'avais choisi. Et vous remarquerez également une chose qui est intéressante, c'est l'accélération dans le morceau lui-même. Le mouvement se répète, le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, ça accélère. Puis à un moment donné, ce qui est un peu paradoxal, puis tantôt on va l'entendre, je vais vous faire écouter un extrait bref de Speed Metal. C'est le grand paradoxe de la vitesse en musique, c'est qu'à un moment donné, ça va tellement vite qu'en fait, ça devient du son plein. Ça devient presque relaxant. On m'a raconté, moi j'ai de peine à y croire, que des gens qui écoutent du speed metal peuvent écouter ça pour relaxer. Je le crois, moi on y reviendra. Oui, vous êtes. Je suis assez fan. Je suis assez fan. Oui, c'est ça. On y revient dans un instant parce que je vais juste vous faire remarquer une chose qui est assez intéressante, Fred, c'est que quand on regarde l'histoire de la musique populaire, là j'ai parlé beaucoup de classiques, mais prenons la musique populaire, au cours du dernier siècle, on remarque que tous les nouveaux mouvements en musique populaire ont été marqués par une même tendance à l'accélération. C'est-à-dire que c'est comme si la seule manière de s'imposer par rapport à des mouvements plus anciens, c'était d'aller plus vite. Bon, il y a eu le bebop et le jazz qui ont marqué un premier coup d'accélérateur par rapport à la chanson traditionnelle. Puis arrive le rock'n'roll. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse sur le bebop? Allez-y, Fred. Vous savez bien que je vous écoute. Vous savez qu'au début du jazz, il y a eu plusieurs mouvements et le swing, les big bands sont devenus très, 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 très populaires. Et sauf que c'était des chefs, entre autres Glenn Miller, qui sont devenus les vedettes, Benny Goodman, et il y a des musiciens noirs qui n'étaient pas contents de ça, parce qu'ils trouvaient qu'ils s'étaient fait un peu voler leur musique. Évidemment, la guerre arrive, Glenn Miller, entre autres, qui disparaît dans la Manche à bord de son avion, et là, il y a une crise économique qui fait en sorte qu'aux États-Unis, en fait, les bars et les salles de spectacle n'avaient plus les moyens d'engager des grands orchestres pour faire des tournées. Et il y a des musiciens, les premiers qui ont fait du bebop, c'est en réaction avec la réappropriation du swing par les Blancs. Ils se sont dit, on va jouer une musique que les Blancs ne seront pas capables de jouer. Et c'est à la base du bebop, avec des rythmes syncopés, et très techniques, et dans l'improvisation. Et ça, c'était pas une tradition chez les musiciens jazz blancs. Et je trouvais ça intéressant. Mais ça vient à une époque aussi, je pense, où il y a une accélération, visiblement, et le bebop en témoigne. Oui, parce qu'en fait, dans l'après-guerre, dans le fond, le rythme de la musique ne va jamais cesser d'accélérer. Bon, il y a le rock'n'roll qui arrive, puis après ça arrive le disco, où on voit encore une... Puis après ça, évidemment, arrivent des formes comme le heavy metal, le speed metal. On en parlait tantôt du débit des rappeurs. Bon, en France, ça semble avoir ralenti. Ailleurs, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, on voit apparaître comme ça on pourrait appeler ça des moments d'accélération. Il y en a un dans les années 20, il y en a un autour des années 40-50. Après ça, un autre autour des années 70-80. Puis bon, écoutez, Fred, les années 80, c'est assez intéressant quand même. Je vous fais entendre, parce que là, on est comme dans des formes accélérées ou, comment dire, emportées de musiques anciennes, ou disons, pas anciennes, mais le jazz, par exemple, a complètement changé de visage avec un groupe comme Uzeb, qui est probablement mon groupe préféré, tout genre confondu. Ah oui? Moi, je voue un culte absolu à Alain Caron. Dans ma vie, là, Fred, j'aurais voulu jouer de la basse à 6 cordes. Écoutez, écoutez ça avec moi, là, c'est un solo. On est dans les années 80, il était avec Paul Brochu à la batterie. Et Michel Cusson à la guitare, je ne sais pas si on l'entend dans cet extrait-là. Oui, on ne l'entend pas dans l'extrait, mais oui. OK. Alors, on écoute ça. C'est bon. Écoutez, moi, je suis un grand fan de jazz, mais j'avoue que Uzeb, ça n'a pas réussi à m'accrocher. Moi, je me rappelle de 60, c'est-tu 60 ou les Lombards, qui avait eu un bon succès dans les années fin 80. Mais je trouve ça un peu trop cérébral. Comme jazz. Je me doutais que vous alliez dire ça. Et c'est là qu'au fond, nos voix se séparent. Puisque moi, c'est ce que j'aime, j'adore. Et là, je vais vous faire entendre quelque chose que j'aime pas. Mais que moi, j'aime. En fait, oui, c'est ça. Et qui sert un peu à illustrer que là, l'accélération du heavy metal
thrash et speed metal. Ouais. Alors là, j'ai quand même fait un effort. Là. Je vous ai trouvé Death Rider de Anthrax, qui date de 1984. Quand même. Ça fait le travail. C'est pas le plus rapide qu'on peut trouver dans le métal. Hein. Non. C'est Metallica. C'est vraiment Metallica à la même époque qui a vraiment introduit toutes les bases et le langage du speed metal. OK, donc eux, c'est pas du heavy metal ce qu'ils font? Le heavy metal, c'est la grande famille des musiques. Et le speed, il y a le trash, il y a plein de... Et aujourd'hui, moi, je suis un grand fan d'un groupe qui s'appelle Suno. Je peux peut-être vous en faire entendre un extrait, parce que eux, ils sont complètement l'antithèse d'Anthrax. C'est des gars de Portland, ils sont deux. Ils font des chansons. Vous allez voir, là, c'est particulier et c'est tout le temps comme ça. Et c'est méditatif, Mathieu. Je vous invite à ouvrir votre cœur. Il y a même des chevaux. On entend des chevaux. Wow. C'est l'album Life Metal qui est sorti en 2019. Bon, et puis il y a une petite intro. Pour l'instant, ça sonne presque comme du Sigur Rós, un truc islandais. Ah, ok, non. Ah oui. Font des albums de 4 pièces, 4-5 morceaux. Ça dure tout le temps 15 minutes chaque. Et c'est ça. Il n'y a pas de batterie. Ah ouais. Il n'y a pas de basse. Il y a 2 guitares. Mais là, ça, c'est... Accordées très, très bas. Oui. Ça, c'est au ralenti. Là. À un moment donné, est-ce que ça décolle? Non, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. OK. Et c'est des variations. Oui. Et ça devient, pour vrai, des fois, on entend des voix un peu incantatoires. Oui. Moi, je rêve de voir ces gars-là en show. Il paraît que c'est une expérience. Ils sont déjà venus à Victoriaville, au Festival de musique actuelle. Oui. Et il paraît vraiment que c'est quelque chose en spectacle parce que c'est tellement fort et c'est tellement bas, c'est tellement grave que ça vient nous chercher. Moi, j'ai un... Je l'ai peut-être déjà raconté à la balado. Non, mais c'est physique. Ouais. Je connais un disquaire qui est un grand fan de musique actuelle, qui est allé les voir à Victoriaville, et il y a toutes sortes de gens qui déambulent, et il y a des curieux. Il y a deux ados qui sont rentrés assez jeunes, et il y en a une des deux qui a perdu conscience. Ah ouais. Comme une sorte d'entrée dans un tellement c'était fort. Second. Si vous faites ça, c'est Suno, S-U-N-N, avec un O, puis il y a 3 parenthèses. Si vous faites une recherche sur YouTube, il y a un extrait de spectacle qui existe. Ils sont dans une église, et c'est incroyable. Il y a de la fumée, et c'est tellement fort. Et oui, c'est une expérience vraiment. Voilà. Mais vous, connaissez-vous le groupe islandais Sigur Rós? Ben oui, c'est excellent. Moi, je suis un fan fini de Sigur Rós. J'ai l'impression d'entendre des anges qui chantent. Là. Il y a quelque chose. En fait, c'est une musique qui devient très spirituelle. Il y a quelque chose de... quand même. Oui. Voilà. C'est fascinant, merci. Écoutez, là, on revient à la vitesse. Là. On s'était comme calmé, mais parce que je voulais quand même faire remarquer, on reste un peu dans la musique, mais remarquerez que le rythme du montage, par exemple, dans les vidéoclips, c'est aussi considérablement accéléré. Oui. Aujourd'hui, on est pratiquement dans des effets kaléidoscopiques, un bombardement d'images. Et je ferai remarquer qu'au cinéma, dans des films, surtout dans des comédies, dans les films d'action aussi, mais dans les comédies, c'est devenu assez frappant. La cadence des réparties a monté en flèche. Quand vous regardez des vieilles comédies, comme celle des années 70 ou 80, par exemple, prenez une comédie, j'essaie de montrer ça à mes filles, là, de Pierre Richard. Écoutez, on attend jusqu'à demain matin, là, on attend le gag, il vient jamais. Il paraît aussi, Fred, qu'on parle plus vite qu'avant. Okay? Ah oui, ça m'étonne pas. Oui. Alors, il y a des chercheurs norvégiens qui ont fait... eux, ce qu'ils ont étudié, ce sont les discours politiques qui étaient faits au Parlement de Norvège, à Oslo. Et ils ont remarqué que... alors, ils ont fait une comparaison entre 1945 et 1995. Donc, en 50 ans, on est passé de 584 phonèmes par minute à 863 phonèmes par minute. Ça veut dire 50% d'augmentation. Évidemment, c'est une étude, mais c'est quand même assez saisissant de voir que le discours public a augmenté de vitesse et il paraît qu'on marche plus vite. Alors, il y a une étude britannique qui dit qu'au cours des 20 dernières années,
la vitesse de marche dans les grandes villes aura augmenté de 10 %. Et 10 %, c'est pas rien en 20 ans, c'est énorme. Ben oui. Et on dit, alors il y a des optimistes qui disent, c'est parce que les gens sont plus en forme, mais les conclusions de l'étude, c'est que non, c'est plutôt parce que les gens sont plus stressés. Les gens ont moins de temps à perdre, entre guillemets, et que donc, il faut toujours aller plus vite vers les lieux où on se dirige. Et Fred, le problème d'un monde, alors là, j'ai fait une sorte de grand tableau panoramique. Le problème d'un monde qui va de plus en plus vite, c'est qu'il condamne toujours plus de gens au retard. Ah ben oui. Et même à l'obsolescence. L'obsolescence, évidemment, on connaît l'expression l'obsolescence programmée. C'est l'obsolescence des objets qui nous entourent, qu'on achète et qui sont faits pour durer un certain temps. Moi, je dirais que l'obsolescence, c'est plus seulement vrai pour les objets, mais peut-être même pour les personnes que nous fréquentons, pour les hommes, les femmes que nous sommes. C'est-à-dire que dans un monde qui va toujours plus vite, c'est un monde qui nous condamne à être toujours plus en retard et toujours moins à jour par rapport aux exigences. Et je ferai remarquer que les générations aujourd'hui se succèdent très rapidement. C'est vrai, ça. Passent les unes après les autres. On a l'impression que la date de péremption se rapproche toujours plus. Fred, j'ai appris récemment que alors, est-ce qu'on dit les millénarios ou les milléniaux? Je pense que c'est les millénarios. C'est en français, milléniaux, c'est millennials. Milléniaux, en fait, c'est un anglicisme, c'est les millénarios, effectivement. Millénarios, voilà. Alors que les millénarios étaient, tenez-vous bien, là, vous avez bien entendu, c'est Mathieu Bellil qui vous l'aura dit, les millénarios sont en train de devenin has-been. Ben voyons. Déjà. Pourquoi? Parce que les Gen Z, la génération Z, Gen Z, ça c'est ma fille qui dit ça. Elle est là-dedans. Là. Ils ont maintenant un mot, les Z, pour décrire les goûts démodés des millénarios. Et ce mot, c'est le mot chuggy. Okay? Alors, chuggy, là, ça s'écrit C-H-E-U-G-Y. Et au fond, ce mot-là, c'est le contraire de trendy. Ça veut dire, au fond, un peu mononcle. Okay? Et là, alors, il y a un côté de moi qui dit, hey, les inventeurs de OK Boomer, les jeunes des gens éternellement jeunes et chill sont en train de devenir ringards aux yeux des plus jeunes. On pourrait rire, parce que ça... mais moi, ça me donne presque envie de pleurer parce que je me dis, à ce rythme-là, dans 5 ou 10 ans, les Z eux-mêmes vont être considérés comme des anciens. Et ça, j'ai pas parlé de nous, Fred, qui seront déjà des dinosaures. Non, mon tout petit Miville, qui a à peine 3 mois, va rire bientôt de son grand frère de 16 ans. C'est ça que vous me dites? Oui. Absolument, exactement. Et bon, on pourra revenir à un moment donné sur ce phénomène des générations parce que c'est fascinant. C'est une invention du marketing largement, mais ça a fini par être récupéré par la sociologie pour essayer de décrire ce qui se passe. Nous, Fred, moi, j'ai à 45 ans, vous, à bientôt, ma foi, 50. Et 50. Cet été, 50. Le processus de ringardisation est très avancé. Totalement. Là, je vais parler pour moi, là, parce que je ne veux pas vous insulter, mais moi, je l'assume. Moi, je le vois en passant dans mon petit milieu littéraire. On capote sur les jeunes, les premiers romans, les premiers recueils de poésie de ce jeune punk toxicomane qui écrit un roman en lavant de la vaisselle dans un resto. Cette jeune poétesse en colère qui livre dans une plaquette de 50 pages bien aérée les tourments de ses amours ambigus. Les prix littéraires, d'ailleurs, ressemblent de plus en plus à des prix de la relève. C'est-à-dire qu'autrement dit, on récompense plus ça, la maturité, l'expérience. Ça n'intéresse personne. En fait, on récompense plus le parcours aussi, parce que ces premiers romans-là, le problème, c'est qu'ils sont jetables. C'est-à-dire qu'après ça, on ne s'intéresse plus au deuxième, au troisième, au quatrième roman de ces mêmes personnes qui vieillissent et qui maturent, leur langue mature, en fait, leur approche littéraire. Oui, puis quand on pense évidemment, je ne veux pas être nostalgique pour être nostalgique, mais pensez à Tolstoï, à Flaubert. C'est quand est-ce qu'ils ont écrit leurs grands livres? C'est pas à 20 ans. Ils ont écrit à 40, 50, 60. En tout cas, on me dit que c'est la même chose dans les arts visuels. Que dans les arts visuels, les jeunes peintres, il y en a qui maintenant entrent pratiquement au musée avec leur première expo. Puis, là, ça, si vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, le merveilleux monde des médias, Fred, je pense que là aussi, il y a une sorte de prime à la jeunesse. Totalement. Dans une société qui se dit ouverte à toutes les différences, c'est un peu le paradoxe. La discrimination basée sur l'âge est non seulement acceptable, mais même encouragée. Et c'est encore plus étrange quand on pense que le Québec forme une société vieillissante, peut-être même l'une des plus vieilles au monde. On est dans un monde où on se ringardise à une vitesse folle. Tout à fait. Fred, je voudrais terminer aujourd'hui en vous parlant un peu de quelqu'un à qui je voudrais dédier ma réflexion sur le thème de ralentir.
quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Serge Bouchard. Ah, ben oui. Serge Bouchard, ce que j'ai le plus aimé, Fred, de Serge Bouchard, j'ai aimé beaucoup de choses de lui. Sa prose limpide, bien sûr, sa voix, comment ne pas aimer sa voix. Moi, je ne suis pas capable. J'aspire à ça, mais je ne suis pas sûr que je suis prêt à payer le prix de la cigarette et du reste. Bon, contrairement à tous ces vieux qui tentent désespérément de rester jeunes, les boomers qui ont tellement peur d'être dépassés, là, qui mettent du jeans puis du cuir, les X qui veulent rester dans la game, les millénarios qui se la jouent en éternel adolescent, Serge Bouchard assumait totalement son âge. Tchekhov avait déjà dit qu'il lisait des livres pour prendre l'âge de sa civilisation. Je dirais que Bouchard, à force de sillonner l'Amérique, avait pris l'âge de son territoire. Et même qu'en qualité d'anthropologue, il avait peut-être l'âge de son espèce, 100 000 ans. Wow. C'était notre grand mammouth laineux, le dernier de sa race, qui assumait non seulement son âge, mais son retard, général et irrémédiable. Parce qu'il avait compris, lui, que c'était précisément ce retard, ce décalage absolu sur le train fou du monde, qui lui donnait la possibilité de voir ce qu'il voyait, de dire ce qu'il disait. Depuis toujours, Bouchard s'était donné le droit de sentir le temps passer, de regarder les arbres pousser, l'eau dans les rivières s'écouler, les pierres s'user au contact du vent. Accepter d'être en retard, d'être désespérément et irrémédiablement en retard, de plusieurs années, peut-être même de quelques dizaines de milliers d'années, c'était sa manière à lui d'être à jour. C'est son inactualité profonde qui le rendait si actuel. En un sens, c'est parce qu'il n'a jamais essayé d'être de son temps que Serge Bouchard l'a toujours été. Parce qu'il a cheminé en compagnie des peuples les plus anciens, qu'il aura toujours eu un regard si neuf sur l'humanité. C'est un modèle. Et en hommage à Bouchard, Fred, j'ai envie de fonder une sorte de club, d'association, que j'appellerais la Ligue pour le ralentissement du temps, la LRT. On pourrait dire les ratés. C'est presque les ratés. Ça ne serait pas un club actif, surtout pas. Seulement une association tacite d'honnêtes femmes, d'honnêtes hommes, qui ne se réunirait jamais, faute de temps, mais qui se reconnaîtraient néanmoins partout, par leur lenteur ostentatoire, leur inefficacité. Un seul regard, et on saurait qu'on a affaire à un LR. Cette ligue, Fred, que j'espère fonder pour vrai un jour, mais qui mettra sans doute du temps à naître, j'apprécie que vous remarquiez l'ironie, j'aimerais qu'elle soit composée de gens qui ont décidé d'assumer eux aussi leur obsolescence, d'assumer le fait que la post-modernité folle réduit les humains à l'état d'antiquité, comme l'écrivait Gunther Anders, mon autre maître à penser. Assumer son retard, cela voudrait dire multiplier les tactiques pour ralentir le cours des choses, pour soi-même et pour les autres, se rendre de moins en moins disponible aux appels de la machine, à la cadence effrénée de la productivité. Fred, on ne fera pas de miracle, mais je me dis que si chacun posait chaque jour 3 gestes pour ralentir, le monde se porterait beaucoup mieux, et nous les premiers. Ne pas répondre à un courriel. Perdre, entre guillemets, son téléphone. Faire une sieste plutôt que travailler. Marcher dans les rues sans but. Rouler au hasard des petites routes de campagne. Perdre ses mots de passe. Mettre son agenda au recyclage. Oublier ce qu'on avait prévu de faire. Faire comme le personnage dans L'Âge des Ténèbres, peler des pommes de terre amoureusement en regardant le fleuve. Regarder un arbre pousser. Siroter une limonade maison en lisant Saint-Augustin au sujet du temps. Et je cite Saint-Augustin, Fred. Oh, tabarouette, OK. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Et pourtant, j'affirme hardiment que si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Mon Dieu, c'est la pleine conscience, ça, Mathieu. Il manque juste la voix. Vous mettrez bien de la bass là, et du reverb. Je suis à la hauteur du grand Serge Bouchard. Fred, pour rendre hommage à Bouchard, se donner soi-même le luxe du temps qui passe, j'aimerais ça que les auditeurs, les auditrices nous envoient leurs trucs, à vous, à moi, page Facebook, peu importe, pour nous dire comment ils se donnent les moyens de ralentir ou alors qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour se donner ces moyens-là de ralentir. Ça peut être des idées vraiment sérieuses, OK? Genre méditation, retraite silencieuse,
marche de 40 jours dans le désert, tai chi. Mais ça peut être des idées folles, comme, ça c'est vrai, là, celle de ces dandys parisiens au 19e siècle qui promenaient des tortues en laisse sur les trottoirs. Vous imaginez-vous, Fred, vous et moi, là, avec notre tortue en laisse sur la grande Sainte-Catherine Street, ça serait écœurant. S'il vous plaît, écrivez-nous, faites-nous part de vos idées. Je vous le dis, celui ou celle qui aura la plus belle idée se méritera un prix que je lui remettrai moi-même, une vieille montre qui ne fonctionne plus. Wow! J'en ai plein mes tiroirs. C'est promis, là, c'est très sérieux. Ah, c'est vrai. Je vous envoie la montre par la poste. C'est écœurant, ça. Alors, Fred, bon été à vous, à votre famille, à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Je dis pas profitez de votre été. Ça met déjà trop de pression. Il y en a qui pourraient prendre ça trop au sérieux et sentir le stress monter. Vous avez déjà vu des touristes qui courent là, d'un musée à l'autre. Non. Je souhaite à tout le monde de perdre son temps, d'être en retard le plus souvent possible. Et je vous laisse sur ce si bel air d'été que le grand Serge Bouchard, l'immortel, n'aurait certainement pas renié. Pierre Bertrand, salut. Fred, merci, Mathieu. Extraordinaire, votre chronique encore. Ça termine tellement bien la saison, mais il faut que les gens nous écrivent, là, parce que prenez votre temps, cela dit, ça peut être plus tard dans l'été. Mais, ça peut être l'année prochaine. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même une montre qui ne fonctionne pas à gagner. Merci, Mathieu. Bon été, vraiment, merci. Bon été, Fred. À bientôt. Sous un ciel sans nuages, j'ai le cœur en voyage, j'ai envie de ma vie. Je ressassais des idées sombres, du côté du mur à l'ombre. Tout a changé, plus rien n'est pareil. J'ai sauté du côté du soleil. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger, comme une fleur en plein cœur de l'hiver, m'a rendu cette envie de valser. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger, comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances. Mon chien se mourait d'ennui. Je me traînais les pieds en retard à l'arrivée. J'éprouvais mes amis. Depuis je ne parle plus, je chante. Je ne marche plus, je danse. Tout a changé, plus rien n'est pareil. J'ai sauté du côté du soleil. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger, comme une fleur en plein cœur de l'hiver, m'a rendu cette envie de valser. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger, comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances.
suis